Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit point lecture. Vu que c'était les vacances, j'ai pas eu le temps de venir vous faire un petit retour avant. Donc aujourd'hui, j'ai 6 livres à vous présenter. Bon, j'en ai que 3 en physique. Les 3 autres, je les ai déjà rendus à la médiathèque. Et donc c'est parti. Vous allez voir, il y a des genres encore très différents. J'ai eu de très bonnes lectures, des lectures moyennes, des lectures bof. Il y en a vraiment pour tous les goûts. J'ai pas eu de coup de cœur, mais j'ai quand même vu des choses très intéressantes. Je vais les prendre dans l'ordre, comme ça ce sera le plus pratique pour moi. Alors, ce sont que des lectures de juillet parce que je vous ai présenté mes lectures de juin dans le dernier point lecture. Et j'ai commencé début juillet, je crois que c'était le 1er ou le 2 juillet avec celui-ci, Ne pleure pas ma belle de Mary Higgins Clark. Donc vous voyez, la couverture est vraiment très moche, hein, c'est les vieilles éditions du livre de poche, j'aime pas du tout. Mais ça avait le mérite d'être vraiment pas cher quand je l'avais acheté. Alors, donc, je vais pas vous lire le résumé parce qu'il est trop long, il va vous raconter trop de choses. Mais en tout cas, donc, ça se passe dans les années... mince, ça fait un petit moment que je l'ai lu du coup. Ça se passe à 2 périodes différentes. Au début, on est avec 2 petites filles, enfin, une petite fille et sa grande sœur en... Alors, le premier chapitre se passe en 69, où on rencontre Elisabeth qui a à peu près 10 ans, on va dire, et Layla qui est adolescente, jeune adulte, à peu près 7 ans de plus. Donc, on découvre leur enfance, comment elles vivent avec leur maman qui est alcoolique, et comment Layla décide de quitter le foyer en emmenant sa petite sœur avec elle, et elle part pour New York. Donc voilà, c'est vraiment quelques pages, vraiment 3-4 pages au tout début en 69 pour nous expliquer ça. C'est très rapide. Et après, on saute en 87. Donc 18 ans plus tard. Ouais, c'est ça, 18 ans plus tard. Où on retrouve Elisabeth, qui est une jeune femme maintenant, qui est actrice, et dont la grande sœur Layla est morte depuis quelques mois. Et au début, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Tout ce qu'on sait, c'est que elle est tombée de son balcon, de sa terrasse, de je ne sais plus quel étage, et que du coup, elle est morte. Mais il y a un flou sur est-ce qu'elle s'est suicidée, est-ce que quelqu'un l'a poussée, voilà. Il n'y a pas encore eu le procès, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et du coup, on va être plongé dans le milieu des acteurs, du showbiz, des gens célèbres et tout ça. Dans le New York des années 80, voilà, fin des années 80. Et en fait, on est très attaché dès le départ à ces 2 sœurs, à Layla et Elisabeth. Elles sont très soudées parce qu'elles ont justement une enfance difficile, donc elles comptent l'une sur l'autre. Et là, Elisabeth, même si elle est adulte maintenant, elle se retrouve toute seule à pleurer le décès de sa grande sœur. Et en même temps, du coup, elle ne sait plus trop à qui elle doit faire confiance. Une personne est suspectée du meurtre de sa sœur, donc elle doit se méfier. Mais en même temps, voilà, une de ses meilleures amies, qui était aussi amie avec sa sœur, l'invite dans un complexe de luxe où on prend soin des gens souvent riches. Et au début, elle dit non, je vais pas y aller. Et en fait, elle finit par y aller et elle va découvrir que tous les amis de sa sœur sont réunis en même moment dans ce complexe, dans cet hôtel, enfin je sais plus trop comment ça s'appelle. Et du coup, elle se dit, il se mijote quelque chose. Et en fait, pendant tout son séjour, il va se passer des choses et on va en apprendre plus sur sa sœur, sur ce qui était devenu sa sœur qui était une actrice, les liens qu'elle entretenait avec ses différents amis, comment se déroulait sa carrière. Voilà, on va avoir plein de petites choses comme ça. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper prenant. Les personnages, certains sont très attachants, comme Elisabeth et sa sœur, mais tous les autres, au début, nous paraissent suspects.
Alors même si c'est dans un grand espace, un grand hôtel, une grande résidence de remise en forme, c'est quand même en huis clos parce qu'ils sont tous au même endroit et il y a quand même un nombre restreint de personnes, donc on est dans un huis clos. Et du coup, dès le départ, on se dit ça peut être n'importe qui, on a l'impression qu'ils ont tous des raisons cachées d'en vouloir à Layla. Et du coup, ça leur donne tous un mobile pour l'avoir tuée. Donc on suspecte tout le monde et petit à petit, les choses se resserrent et on finit par savoir qui a fait quoi. Mais du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est vraiment un thriller parce qu'au début, il n'y a pas d'enquête de police. Enfin, on sait qu'il y a le procès qui va arriver. Ce n'est que à la fin où il y a la police qui intervient. Mais sinon, c'est un vrai pur thriller et c'était hyper intéressant. Moi qui n'aime pas l'univers des acteurs et tout ça, là ça m'a pas du tout gênée parce que c'était vraiment pas très flagrant parce qu'ils n'étaient pas tous acteurs. Il y avait juste Layla et sa sœur Elisabeth qui étaient actrices, mais tous les autres étaient dans des univers différents, des rôles différents et du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant, ça se lit tout seul. Et le fait que ça se passe aux États-Unis dans les années 80, du coup c'est à la fois dépaysant, mais en même temps ça nous est pas si étranger que ça parce que finalement ça nous fait penser à plein de séries américaines, en tout cas moi de mon enfance. Et du coup ça m'a, je sais pas, je me suis sentie bien dans l'histoire, dans ce thriller, franchement j'ai adoré. Donc j'avais découvert Carol Higgins Clark il y a quelques mois. J'avais adoré aussi et là avec sa mère ça m'a matché aussi, donc je sais que j'en relirai d'autres parce que franchement ça m'a énormément plu. Ensuite j'ai lu un livre qui m'a moins emballé, c'est Les Lendemains de Melissa DaCosta. Je ne l'ai pas en physique, je vous mettrai la photo. C'est censé être un feel good, enfin en tout cas c'est classé comme ça sur Babelio, mais alors moi j'ai pas trouvé du tout que c'était un feel good. Alors je me souviens plus du personnage, enfin du prénom du personnage encore. Ah si, elle s'appelait Amande. Voilà, Amande. C'est une jeune femme qui, dès le départ, nous est très antipathique. On ne sait pas trop ce qui s'est passé dans les premières pages. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle cherche une maison au milieu de nulle part pour s'y enfermer, rester dans le noir et ne plus voir personne. Donc ça commence comme ça. Alors du coup, dès le départ, on se dit... on a l'impression d'être rejeté, même nous en tant que lecteur, on se sent vraiment mal à l'aise et pas à notre place. J'ai quand même persisté parce que je me dis bon, on va pas s'arrêter aux premières pages quand même, c'est pas bien, il faut quand même au moins lire l'histoire pour avoir un avis. Donc voilà, je me suis quand même accrochée, j'ai continué. Le personnage m'était quand même assez antipathique, même si après on comprend pourquoi. Elle doit faire face, elle a vécu quelque chose de très fort et très douloureux. Je vais pas vous le dire parce que je trouve que ça spoil sinon assez l'histoire, même si on peut le comprendre avec le titre Les Lendemains. Mais voilà, il s'est passé quelque chose de très grave et très difficile pour elle, alors qu'elle a tout juste 30 ans. Et du coup, c'est très difficile pour elle d'envisager l'avenir. Et du coup, elle a besoin de se recentrer sur elle-même, de se couper du monde pour s'octroyer une pause, pour prendre le temps de faire son deuil. Et voilà, donc c'est toujours quelque chose de difficile quand on parle de deuil parce qu'on a tous une manière différente de faire un deuil, donc c'est quand même quelque chose de très personnel. Et du coup, là, dans ce livre-là, dans cette histoire-là, on a une personne qui, pour faire son deuil, se coupe de tout le monde, qui se renferme sur elle-même. Et du coup, dès le départ, on ne sait pas en fait ce qui va se passer. On ne sait pas si elle va réussir à remonter la pente. On ne sait pas comment, si quelqu'un va venir la secouer pour lui faire remonter la pente, ou si les gens vont complètement l'abandonner, elle va devoir se débrouiller toute seule. On ne sait pas du tout dès le départ comment ça va se passer. Et ça dure quand même un long moment. Je ne sais plus combien fait de pages le roman, mais il doit faire à peu près 400 pages si je me souviens bien. Et ça dure très longtemps quand même, cette situation où elle est mal, où on est mal avec elle. C'était assez douloureux. Voilà. Pour moi en tout cas, ça a été douloureux cette lecture. Et après, au bout d'un moment, il va y avoir du mieux.
mais il va y avoir du mieux, mais c'est presque par hasard en fait. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais il n'y a rien de logique en tout cas, ni dans la personnalité d'Amande, ni dans son entourage, ce qui se passe. Le moment où elle reprend vie, en fait, je trouve que ça n'a pas de logique, ça a un sens, mais ça n'a pas de logique. Et ça aurait pu arriver 200 pages plus tôt, comme ça aurait pu arriver 200 pages plus loin, parce qu'on ne comprend pas pourquoi à ce moment-là ça marche et pas avant et pas après. Donc j'ai trouvé l'histoire de base assez intéressante parce que voilà, ce qu'elle a vécu est difficile, la manière dont elle fait son deuil est intéressante quand même, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup trop long. Le personnage était quand même avec une personnalité assez antipathique finalement, même si on comprend en fait, on comprend pourquoi elle fait ça, mais c'est dur à vivre, enfin c'est dur à lire, et je trouve que pour un roman feel good, c'est quand même, faut s'accrocher. Il m'a fait pleurer en plus, enfin arrivé à, je sais pas, à peu près la moitié du livre, d'un seul coup je me suis mise à pleurer, alors que juste avant je ressentais aucune émotion, d'un seul coup je me suis mise à pleurer. Et j'ai gardé les larmes aux yeux jusqu'à la fin parce que c'était vraiment poignant. Mais pour moi, c'est pas du tout un feel good parce qu'on se sent pas du tout mieux après avoir lu ce livre. En tout cas, pas moi. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai déjà dû faire un deuil et que du coup, ça me ramène un petit peu en arrière ou ça me fait faire face à moi-même? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a été une lecture très difficile. Donc, je vous la recommande pas forcément. Si vous êtes fan de Melissa d'Acosta, bah, allez-y. Si vous n'avez pas de problème avec tout ce qui est histoire de deuil, bah, allez-y aussi. Mais si vous êtes un peu sensible sur le sujet, c'est pas celui que je vous conseillerais parce qu'il est quand même assez... Enfin, moi je trouve en tout cas qu'il est assez dur. Ensuite, j'ai lu une enquête qui s'appelle Voyage au pays de la Dark Information. Je me souviens plus de l'auteur. Antoine Bayet peut-être ou quelque chose comme ça, je l'ai pas noté, en tout cas je l'ai pas sur moi. Alors là on est sur une enquête d'un journaliste qui s'intéresse à la dark information, notamment aux fake news diffusées principalement sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, YouTube, la messagerie Telegram, d'autres messageries dont je me souviens plus, mais voilà, tout ce qui est autour d'internet principalement. Je crois qu'il parle aussi d'un journal à un moment donné, mais c'est assez rapide. Donc voilà, c'est plutôt tout ce qui est autour d'internet, et plus spécifiquement entre 2020 et 2022, et du coup toute son enquête se tourne en fait autour de du traitement qui a été réservé au Covid. Voilà, on a tous eu accès pendant le confinement et tout ça, les différents confinements, à beaucoup d'informations, ne serait-ce que sur les chaînes télé. Mais voilà, il n'y a pas eu que les chaînes télé, il y a tous les médias autour qui s'en sont emparés, internet principalement. Et du coup, on a vu et entendu de tout et n'importe quoi. Et du coup, ce journaliste s'est intéressé justement à la dark information, aux fake news, qui sont derrière ces fake news, comment ça s'est construit, comment ils ont réussi à atteindre autant de gens, comment ils ont réussi à autant se développer. Donc c'était intéressant, mais j'ai trouvé que c'était trop restreint. D'une part, j'ai trouvé qu'ils mettaient trop en avant en fait les chaînes de télé comme si elles avaient le monopole de la vérité, alors que quand on regarde les chaînes d'information en France en tout cas, elles disent toutes souvent la même chose, elles ont toutes les mêmes les mêmes mots d'accroche, les mêmes façons de parler. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de vraies analyses politiques ou économiques ou quoi que ce soit. Ils disent tous la même chose, ils relaient tous la même information. Donc du coup j'ai trouvé que c'était un petit peu mettre un petit peu sur un piédestal les chaînes télé, alors que souvent elles ne valent pas mieux que ce qui se passe sur internet.
Et j'ai trouvé au contraire qu'il décrédibilisait beaucoup les réseaux sociaux en termes d'information, alors que tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier. Donc j'ai trouvé ça déjà un peu moyen. Et le fait qu'il se restreigne au Covid, j'ai trouvé ça du coup un peu justement trop limité. Et en plus, comme c'est sur vraiment un laps de temps très court, il n'y a pas le recul nécessaire, je trouve. Donc j'aurais préféré qu'il s'intéresse à d'autres sujets également, pour voir si ça s'était passé dans d'autres circonstances aussi, sur une plus grande durée de temps. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant, mais quand même assez limité. C'est comme si en fait il faisait une constatation, mais qu'il n'y avait pas l'analyse derrière. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était incomplet. Donc voilà, j'en relirai peut-être d'autres choses de ce journaliste. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était... il y a des moments où j'ai zappé, hein. J'ai lu en diagonale à la fin parce que c'était... voilà, c'était pas si intéressant que ça. Donc c'était une petite déception, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai lu une nouveauté. Les chats de Shinjuku de Durian Sukegawa. Donc l'auteur des Délices de Tokyo, qui apparemment a été un grand succès. Moi je connais pas, mais je le lirai sûrement plus tard. Donc là j'ai pris parce que j'ai vu que c'était une nouveauté à la médiathèque. Je me dis tiens, pourquoi pas découvrir quelque chose de plus récent de temps en temps. Et en plus ça parlait de chats, moi j'aime bien les chats, donc je dis pourquoi pas. En plus la couverture est vraiment très jolie. C'est chez Albin Michel en format, ça me fait penser au format d'Agatha Rizwan aussi, en semi-broché. C'est pas un poche, mais c'est pas un grand format non plus, c'est entre les deux. Alors là je vais vous lire le résumé, je pense que ça suffit. Quand les chats nous guident vers l'amour. Lorsque Yama, scénariste et poète en quête d'inspiration, franchit la porte du Kalinka pour la première fois, il découvre un jeu pour le moins singulier. Dans le petit bar de Shinjuku, un arrondissement de Tokyo, les clients, tous plus excentriques les uns que les autres, passent leur temps à parier sur des félins. Il s'agit de deviner lequel des chats errants du quartier se présentera le premier à la fenêtre de l'établissement. Séduit par ce jeu, Yama l'est aussi par la timide serveuse du bar Yume. Entre les jeunes gens se noue une relation belle et forte à laquelle la tribu des chats que Yama nourrit et dessine, et les poèmes que leur dédient les amoureux donnent un sens particulier. Mais déjà une ombre plane sur leur idylle naissante. Alors, déjà je trouve qu'ils en disent trop. Vous avez les 3/4 du livre qui sont racontés dans le résumé, donc déjà je trouve que c'est beaucoup trop. Alors, j'ai écouté l'avis d'une autre youtubeuse sur ce roman il y a peut-être une semaine. J'avais déjà commencé à le lire. Et ça me fait rire parce que j'ai pas du tout la même impression qu'elle. Pour elle, c'était une ode aux chats, enfin vraiment quelque chose de tourné vraiment vers les chats, pour les amoureux des chats. Et j'ai trouvé que pas du tout. Parce qu'en fait, oui, on nous vend des chats sur la couverture, on nous vend des chats dans le résumé, mais en fait dans l'histoire, il est très peu question des chats. C'est limite un prétexte pour parler de Yama et de Yume. Mais sinon, on ne s'intéresse pas vraiment aux chats, ils sont pas vraiment présents. Leur histoire, leur espèce de jeu où il faut deviner quel chat va arriver en premier, on nous en parle peut-être une ou deux fois, et c'est tout. J'ai trouvé ça assez limite. Le fond de l'histoire, en fait, c'est une histoire d'amour entre Yama et Yume, une histoire impossible, et on nous parle surtout de Yama, qui est un scénariste et poète en quête d'inspiration. En fait, c'est un jeune homme qui a 25 ans, qui est un peu paumé. En fait, on découvre qu'il fait le boulot qu'il fait par dépit parce que ce qu'il voulait faire, ce n'est pas possible, parce qu'il est daltonien, et que du coup, ça lui ferme beaucoup de portes dans beaucoup de métiers au Japon. Donc ça, on l'apprend assez vite. Et du coup, on est plutôt dans ces états d'âme pendant tout le long du roman. Il se plaint de tel truc, de tel truc, de tel truc. Il a des coups de pouce, il les saisit. Et voilà. Et en fait, entre le début et la fin, il se passe 25 ans. À un moment,
on fait un saut dans le futur de 20 ans. Et on ne sait pas ce qui s'est passé pendant ces 20 ans-là. On a une petite explication après, mais sans plus. Franchement, j'ai été assez déçue par cette lecture. Ça fait moins de 250 pages. Mais c'était décevant. Alors, on nous parle, oui, de poésie. Il est même question de Rimbaud à un moment donné. Mais à part ça, j'ai pas trouvé ça spécialement poétique. J'ai trouvé ça assez plat, assez ennuyeux. Je l'ai lu en plusieurs fois en plus. Au début parce que franchement je m'étais endormie le soir dessus en lisant 20 pages. Donc après j'avais pris autre chose. Je vais vous en parler après. Et après quand j'ai eu fini ce livre qui était très court, je suis revenue à celui-ci. Et après je suis partie en vacances et j'avais peur de l'abîmer. Donc du coup au bord de la piscine et à la plage j'avais pas pris celui-ci, j'avais pris encore un autre. Donc je l'ai lu en quand même plusieurs fois. Voilà, j'ai espacé mes lectures. Mais le meilleur moment en fait ça reste la fin. On va dire les... Ouais, peut-être les 50 dernières pages qui sont vraiment bien. Mais sinon le reste, j'ai trouvé ça assez ennuyeux. Donc je lirai quand même les délices de Tokyo si je le trouve. Je serais quand même assez curieuse. Mais en tout cas celui-ci il n'était pas pour moi. Et j'ai pas l'impression vraiment que ce soit pour les amoureux des chats non plus. Ensuite, j'ai lu L'étranger d'Albert Camus. J'avais hésité quand je suis allée à la médiathèque entre La Peste et L'étranger. Je me suis dit La Peste, ces derniers temps j'en ai beaucoup entendu parler, donc on va laisser un petit peu couler. Et du coup j'ai pris L'étranger, et ce qui est pas plus mal parce que c'est le premier roman qui a été écrit par Albert Camus. Donc je trouvais que c'était assez intéressant de commencer par le premier. Alors, on est avec un jeune homme. Dès le départ, il doit enterrer sa mère. Et au début, voilà, on assiste à un enterrement, on assiste avec lui. On comprend pas trop pourquoi il réagit comme ça, mais on le devine quand même. Enfin, en tout cas, ce n'est pas choquant. Ça se passe en période coloniale, donc quand l'Algérie était française, ça se passe en Algérie. Quelle année, je me souviens plus trop. Années 40. Ouais, c'est ça, ça va être dans les années 40. Je crois que c'est ça. Dans les années 40 en Algérie. Et du coup, ce jeune homme doit enterrer sa mère, doit faire des démarches, voilà, on suit. Voilà, il demande un congé à son patron, il doit se déplacer pour faire enterrer sa mère. Voilà, il se passe des choses et puis voilà, on prend note, mais sans plus. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que sa première scène, en fait, va conditionner en fait une bonne partie du roman, surtout la fin. Ça va vraiment avoir une grosse influence sur la fin de l'histoire. Et donc, en fait, ce jeune homme, après avoir enterré sa mère, il se retrouve tout seul, mais bon, il était déjà seul avant. Il va rencontrer une jeune femme et il va commencer à vraiment vivre, en fait, à avoir une vraie vie, des relations sociales. Il va avoir des relations avec ses voisins qui jusque-là n'étaient que des voisins, mais il va finir par devenir ami. Mais en fait, ce qui est frappant dans cette histoire, c'est que ce personnage ne prend jamais de décision. En fait, quand on lui demande s'il est d'accord ou s'il n'est pas d'accord, il est ni d'accord ni pas d'accord en fait. On lui demande de faire un choix entre tel ou tel truc, mais il choisit aucun des deux. Il ne choisit jamais, et du coup il se laisse porter, mais ça va lui être préjudiciable pour la suite parce que on va lui reprocher finalement de ne pas avoir d'âme. Et du coup, il va se passer quelque chose. Bon, le roman est assez court, hein, il fait à peine 200 pages, peut-être même moins. Mais il va se passer quelque chose de très grave à un moment donné, de beaucoup plus grave que le fait d'enterrer sa mère. Mais quand il va y avoir le procès, et bien finalement, c'est pas sur la chose la plus grave qu'on va juger, c'est sur comment il a réagi quand il a enterré sa mère. Et du coup, j'ai trouvé ça assez dérangeant dans le sens où c'est complètement injuste en fait. Parce que oui, nous on l'a suivi pendant tout le roman, donc on s'est habitué en fait à son comportement. On sait que c'est pas quelqu'un de méchant, il est juste comme ça, mais c'est pas grave.
Il y a plein de gens, je suis sûre, comme ça, qui sont comme ça dans la vie, et ça en fait pas des gens mauvais. Et en fait, le mec qui a rien demandé à personne, il se retrouve jugé. Je vais pas vous dire comment ça se finit, je vais quand même pas vous le spoiler. Mais du coup, c'est complètement injuste et on est révolté en fait pour lui. On se dit mais pourquoi il mérite pas tout ça en fait. Et j'ai trouvé ça très intéressant. En fait, ça se lit tout seul, ça se lit hyper vite. Et voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Et pourtant, quand je l'ai fermé, je me dis ouais, bof. Mais finalement, plus j'y repense, plus j'ai aimé cette lecture. Et je pense que ça m'a marqué quand même un long moment. Donc j'ai hâte de lire la suite. Ce que j'ai aimé aussi, parce qu'après je suis allée voir, enfin je sais plus si c'est après ou pendant ma lecture, je suis allée voir la biographie d'Albert Camus parce que je connaissais 2-3 trucs mais c'était assez vague. Et du coup quand j'ai lu sa biographie, j'ai trouvé ça intéressant parce que dans son roman, il utilise en fait ce qu'il sait. Il utilise le décor de la ville où il vit, le nom des rues, même le nom des personnages. Ce sont des personnages qui ont quand même une signification dans sa vie, même si c'est pas autobiographique, mais on sent des choses de sa propre vie, de sa vie personnelle, qui sont injectées par-ci par-là dans son roman. Et du coup, j'ai bien aimé ça. J'aime bien quand les auteurs font ça. Ils mettent un petit peu d'eux-mêmes, même beaucoup d'eux-mêmes, dans leurs livres. Et du coup, j'ai hâte de lire les autres parce qu'il y en a quand même écrit pas mal. Il n'y a pas que la peste, il y a plein d'autres choses. Donc c'est sûr que je vais continuer à le découvrir. En plus, tous ces romans ont l'air quand même assez courts, donc c'est encore plus chouette. Et enfin, j'ai terminé hier soir Max de Sarah Cohen-Scalie. Normalement, c'est un livre classé en jeunesse. C'est le pôle fiction de Gallimard. Mais attention, c'est pas un jeunesse, hein, je dirais pas avant 15-16 ans quand même, parce que voilà, c'est quand même pas n'importe quel sujet qui est abordé. Vous voyez, il y a le fœtus avec le brassard de la croix gammée des nazis. On voit, il y a plein de mesures et tout ça. Et en fait, on va nous parler du programme Lebensborn dans ce roman, du début à la fin. C'est un roman qui est en plus assez complet, hein. Il fait 475 pages, donc presque 500 pages, écrit petit, donc voilà, c'est pas forcément ce vers quoi les jeunes vont se tourner, mais moi ça me faisait vraiment envie. En fait, au début j'avais pas vu que c'était un livre jeunesse, ce n'est que après, quand je l'ai rentré, quand j'ai cherché les informations sur Babelio et tout ça, que j'ai vu que c'était classé en jeunesse, mais au début je pensais pas du tout vu le sujet. Max, 19 avril 1936. Bientôt minuit, je vais naître dans 1 minute exactement. Je vais voir le jour le 20 avril, date anniversaire de notre Führer. Max est le prototype parfait du programme Lebensborn. Des femmes sélectionnées par les nazis mettent au monde de purs représentants de la race aryenne, jeunesse idéale destinée à régénérer l'Europe. Une femme historique, fascinante et glaçante, une lecture choc remarquablement documentée. Alors, en effet, chapeau à l'autrice parce que j'ai l'impression que dans ce roman, elle est allée chercher toute la documentation autour de ce programme et qu'elle les a rassemblés en une seule histoire. J'ai l'impression que c'est vraiment complet, c'est le programme complet. Il n'y a pas besoin d'aller chercher dans d'autres histoires ou dans d'autres livres ou quoi que ce soit pour avoir tout le programme. Tout est là. Alors je pense que c'est pour ça aussi qu'il fait 500 pages, mais tout est là, hyper bien expliqué, c'est hyper prenant. Donc en fait, dès les premières pages, l'histoire est racontée par Max. Et dans les premières pages, il est encore qu'un fœtus, il est encore dans le ventre de sa mère justement. On est quelques minutes, quelques heures avant qu'il naisse. Et il sait déjà tout, il sait comment il a été conçu, il sait pourquoi, il nous raconte ça. Et après, on va le suivre pendant toute son enfance. Il va continuer de nous raconter sa vie quand il est bébé, quand il va grandir, dans toutes les années de sa vie. Alors au début c'était assez dérangeant parce que c'est un bébé, c'est un petit garçon et du coup il est très attachant. Et il y a beaucoup de doses d'humour et du coup c'est drôle. Dans la première partie c'est vraiment très drôle et du coup ça m'a dérangée
parce que on parle quand même d'un programme nazi qui a fait quand même des milliers, des centaines de milliers de morts. Et du coup, c'était assez dérangeant. Je savais pas comment me situer parce que j'adorais ce petit garçon, j'adorais l'humour qui était distillé, et du coup, c'était assez dérangeant. Et après, parce que du coup, ce petit garçon, il est fier d'être ce qu'il est, il est, comment dire, il est fier, il est aussi arrogant, mais voilà, il est surtout fier, et du coup, pour lui, le Führer, les nazis sont ce qu'il y a de mieux, et du coup, il dénigre tout le reste. Et du coup, c'est vraiment dérangeant au départ, et puis petit à petit, il va grandir. Et du coup, il va prendre conscience de certaines choses, mais pas forcément tout de suite. Mais on va suivre son évolution parce qu'on va le suivre là où il naît, donc là où il rassemble tous les bébés. Et Max, c'est vraiment le premier. C'est le premier bébé du programme Lebensborn. Donc on va découvrir comment ça se passe au moment de sa naissance, ce que va devenir sa mère biologique, qui était son père biologique. On va découvrir après comment le programme s'organise pour en faire une jeunesse exemplaire, la jeunesse idéale pour une future Allemagne nazie. Donc il y a différents programmes qui sont mis en place, que ce soit pour les garçons, pour les filles, des foyers spéciaux, mais en même temps, comme les nazis colonisent d'autres pays aux alentours, et du coup ils vont étendre ce programme à d'autres pays, pas forcément juste aux bébés, mais après ils vont sélectionner des enfants qui correspondent à la race aryenne dans d'autres pays comme la Pologne, enfin d'autres pays qui ont été colonisés par les nazis. Et du coup on va assister à des scènes vraiment glaçantes, très dérangeantes. Et vu que c'est par le prisme de Max qui est un bébé nazi en fait, du coup c'est hyper dérangeant, mais petit à petit en fait à un moment il va faire une rencontre qui va changer sa vie. Il va faire une rencontre d'un garçon qui a quelques années de plus que lui, qui n'est pas allemand, mais il se reconnaît en lui. En fait il se dit ah ça pourrait être mon grand frère en fait. Et bizarrement, il va tout faire pour le garder auprès de lui, même si ce grand garçon n'a pas envie du tout d'être son ami. Pour lui, vous découvrirez si vous le lisez dans le livre, il a beaucoup de raisons d'en vouloir aux nazis, enfin, comme beaucoup de gens, mais peut-être lui encore plus. Et du coup, il hait les nazis. Et du coup, il déteste aussi Max pour ce qu'il représente, quand il va savoir qui il est. Et pourtant, ces deux garçons vont se lier d'amitié, ils vont avoir des liens très très forts jusqu'à la fin. Et ça va faire changer Max petit à petit, comme une graine qui a été plantée dans son cœur ou dans son cerveau. Petit à petit, la graine va pousser. Il nous explique d'ailleurs, il le voit comme ça. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant comment le cheminement de Max, du début jusqu'à la fin du roman. À la fin, il n'a que 9 ans et demi et on n'a pas l'impression, on a l'impression voilà, qu'il a déjà presque 18 ans, tellement il s'est passé de choses, tellement il a vécu de choses. Alors bien sûr, c'est une fiction, mais voilà, c'est très très bien documenté, c'est très bien écrit, c'est très riche, c'est très dérangeant, mais en même temps, c'est passionnant. Voilà, c'est passionnant et je vous le recommande, franchement, c'est hyper intéressant. Mais voilà, même si c'est un livre jeunesse, c'est pas à mettre entre les mains d'un enfant avant 15-16 ans, peut-être même plus selon la maturité des enfants. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Apparemment, il y a une suite. Enfin, ce serait le premier tome d'un triptyque. Là, je les ai plus en tête les autres, mais je les ai mis dans ma wishlist. J'irai voir s'ils l'ont à la médiathèque. Je sais que celui-ci, ils l'ont à la médiathèque, justement dans le rayon jeunesse. Je l'ai vu en grand format.
Mais il faut que je vois s'ils ont les deux autres, parce que pour le coup, je n'ai pas vu. Mais s'ils ont les deux autres, je suis très curieuse de les lire. Donc franchement, ça, je vous le recommande. C'est un témoignage. Voilà, même si c'est juste une fiction, ça donne vraiment l'impression que c'est un témoignage. Et il est très complet, très intéressant. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est pas un coup de cœur, parce que je peux pas avoir un coup de cœur sur ce genre de choses. Mais c'est hyper intéressant. Voilà, je sais pas comment vous dire d'autre. C'est glaçant, c'est dérangeant, mais en même temps c'est très prenant. Donc voilà, ça c'est à lire. Et donc voilà, donc j'ai eu quand même de bonnes lectures, en tout cas surtout celui-ci et celui-ci. D'ailleurs, c'était les deux seuls de ma palle personnelle. En fait c'est ça. Parce que les autres je les avais empruntés à la médiathèque. Que ce soit l'étranger, ouais l'étranger c'était pas mal aussi. Non pas trop. Voyage au cœur de la Dark Information, bon c'était intéressant mais incomplet. Et les lendemains de Melissa D'Acosta, ça m'a fait pleurer mais pas dans le bon sens du terme, pas dans le sens où ça m'a fait un coup de cœur, c'est plutôt triste. Et du coup là il me reste 3 livres de la médiathèque à lire mais j'ai pas encore choisi lequel je vais commencer. J'ai La Cour des Grandes d'Adèle Bréau. J'ai Nouvelle Babel de Michel Bussy. Et j'ai Et si c'est vrai de Marc Lévy. Donc je ne sais pas par lequel je vais commencer, honnêtement. Faut que je choisisse parce que j'aurai un petit peu de temps cet après-midi pour lire, donc j'aimerais bien pouvoir me plonger. Celui-ci fait moins de 300 pages. Celui-ci, celui il fait à peu près 450 pages, celui-là. Et celui-là, même si c'est un poche, à mon avis, il va être long. Ah ouais, lui, il fait plus de 500 pages, un petit peu plus. Je repars en vacances dans 2 semaines et demie. Ouais, donc normalement, j'ai le temps de lire les 3, normalement, je pense. Je vais peut-être commencer par Et si c'était vrai, vu que c'est le premier de Marc Lévy et que ça fait un petit moment que j'ai envie de relire. Et j'ai fait des bêtises la semaine dernière. J'ai fait des grosses bêtises. J'avais pas acheté de livre depuis le mois de mars. Et là, j'ai commencé mon challenge, Great Book Challenge, le 1er juillet. Et j'ai eu la mauvaise idée d'aller en librairie. La première fois, c'était avec ma fille parce qu'elle a eu, grâce à l'école, enfin grâce à la mairie de notre ville, a offert des passes, des chèques culture à tous les CM2 qui passent en 6e. Donc ma fille, donc elle a eu des chèques culture qu'elle peut utiliser dans pas mal de librairies, notamment au centre culturel Leclerc. Et la semaine dernière, en fait, ça faisait longtemps qu'elle attendait un tome de One Piece à la médiathèque, mais qui était toujours pas disponible. Et du coup, elle en avait assez d'attente. Et elle s'est dit, puisque c'est comme ça, je vais me l'acheter. Et du coup, on y allait pour ça. Et je lui ai dit, tu peux faire un tour dans le reste des rayons pour voir s'il y a des choses qui te plaisent. Et moi, je regardais un petit peu, et puis je me dis, non, je peux les trouver à la médiathèque. Non, je peux, c'est pas la peine de l'acheter. Non, on n'achète rien. Et sauf qu'à la caisse, il y avait du monde. Et qu'à côté de la caisse, il y avait un stand de poches achetées, le 3e offert, un truc comme ça. Et du coup, je dis, mais ça a l'air intéressant. Et surtout, il y avait L'Île de Yule, dont j'ai entendu beaucoup de bien. Alors, j'ai entendu beaucoup de bien par la plupart des gens sur YouTube et sur Instagram. Mais il y a une personne que je suis qui l'a lu et qui n'a pas aimé, qui n'a pas eu du tout les mêmes impressions que les autres. Donc, je suis curieuse de le lire parce qu'en effet, souvent maintenant sur YouTube et sur Instagram, il suffit qu'il y ait une personne qui dise que waouh,